Bonjour, donc nous allons poursuivre le cycle de conférences de la FCU sur la réforme de la formation professionnelle et aujourd'hui ça va être donc le volet 5. Volet 5 consacré au financement de la formation professionnelle. Déjà deux remarques préliminaires. Ce volet 5 va s'appuyer non pas sur le projet de loi tel qu'il était adopté au Conseil des ministres du mois d'avril 2018, parce qu'il y a eu trop de changements pour qu'on s'appuie sur ce projet de loi. On va s'appuyer sur le texte du projet de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale le 19 juin 2018. Deuxième remarque préliminaire, vous n'aurez pas de diaporama qui va à l'appui de cette conférence parce que ce projet de loi change tellement de choses que se faire un diaporama, il aurait fallu vous construire tout un cours. Donc ça donnera l'occasion de faire une formation plus complète, peut-être à la FCU, à la rentrée de septembre. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est 4 points. Ce qui est maintenu dans le financement de la formation, vous allez voir, il y a très peu de choses. Ce qui est supprimé, il y a une chose, mais qui est essentielle. Ce qui change, c'est tout. Et on fera donc une petite synthèse, comme d'habitude. Alors, ce qui est maintenu, il y a 4 règles qui sont maintenues. Première règle, c'est le maintien du principe d'un concours annuel par les entreprises sur la formation professionnelle. Mais on ajoute un petit point, c'est un concours annuel des entreprises à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Ceci fait le pendant de ce qu'on a travaillé dans les précédentes conférences. Deuxième règle qui est maintenue, c'est les cas d'exemption. L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif de l'État et de ses collectivités sont toujours exemptés de ce concours financier. Troisième règle maintenue, c'est le principe de la séparation entre deux types de contributions. Je vais faire un petit rappel parce que c'est peut-être pas très évident. Dans la loi du 5 mars 2014, on a séparé d'un côté le financement direct par les entreprises de la formation professionnelle en faveur de ses salariés et de l'autre côté, on avait créé un grand plot qui s'appelait contribution prévue par la loi. Donc cette distinction, elle est maintenue, mais on verra qu'il y a le deuxième plot, les contributions prévues par la loi sont complètement bouleversées. Mais le principe de cette séparation, c'est-à-dire que la liberté de l'employeur total sur son plan de formation, sur sa gestion directe, est toujours maintenue. Et puis, il y a une partie obligatoire qui est complètement réglementée. Quatrième règle qui est maintenue, c'est la règle selon laquelle les employeurs se voient appliquer des taux différents selon leur taille et selon leur secteur. Or, c'est un des sujets sur lesquels tout le monde attendait de la simplification. Cette simplification ne se trouve pas sur ce schéma-là. Ce qui est supprimé. Alors, ce qui est supprimé, c'est le concept de contribution prévu par la loi qui avait été mis en place donc par la loi du 5 mars 2014. Désormais, on ne parle plus de contribution donc prévue par la loi, on va parler de contribution et on va voir l'énumération qui va apparaître tout à l'heure. Pour mémoire, cette contribution prévue par la loi, qui est au pluriel d'ailleurs, ça couvrait 2 contributions pour les employeurs de moins de 11, le plan de formation et la professionnalisation. Et pour les employeurs occupant 11 salariés et plus, ça couvrait 5 contributions. Ça couvrait le plan de formation, la professionnalisation, le congé annuel de formation, le compte personnel de formation et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Du fait que ces contributions prévues par la loi, ce concept disparaît, c'est assez logique finalement, puisqu'on supprime la contribution du plan de formation, on supprime la contribution de la professionnalisation, on supprime la contribution du FPSPP, donc le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, et on supprime la contribution du CIF. La seule contribution qui n'est pas supprimée, c'est celle relative au compte personnel de formation. Ce qui change, tout change. On va y aller de façon le plus méthodique possible, puisque c'est assez complexe de voir tout ce qui change. Ce qui change déjà, c'est au-delà du financement direct d'actions de formation par l'employeur, ce volet complètement libre qui a été mis en place par la loi du 5 mars 2014, le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 19 juin 2018 permet aux employeurs de financer directement les frais exposés par les salariés dans le cadre du congé, non pas dans le cadre du congé, dans le cadre du compte personnel de formation. Ils ne pourront le faire que si, bien sûr, ils ont négocié un accord collectif triennal qui détermine le montant de leurs abondements complémentaires au CPF. Je n'irai pas plus loin parce que c'est un système un petit peu compliqué et puis ça peut changer avec la lecture du projet de loi au Sénat. Deuxième changement
considérable, c'est donc la suppression des contributions prévues par la loi. On parle maintenant de nouvelles contributions. Il y en a 3 nouvelles qui sont créées. La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, la contribution supplémentaire à l'apprentissage et la contribution qui est dédiée au financement du CPF pour les salariés titulaires d'un CDD, d'un contrat de travail à durée déterminée. On va aller un petit peu plus loin sur ces changements. Première chose qu'on va noter, c'est que la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance se compose elle-même de 2 sous-blocs. On essaie de s'accrocher, c'est un peu complexe. La taxe d'apprentissage, qui est une contribution existante mais qui va évoluer, et puis la contribution à la formation professionnelle, qui elle vraiment est une contribution nouvelle. Si on regarde un petit peu plus loin aussi pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage, elle existait déjà, mais elle existait dans le Code général des impôts. C'est une contribution qui était donc supplémentaire à l'apprentissage, qui était imposée aux employeurs de 250 salariés et plus, dans certaines conditions. Désormais, cette contribution change de place, elle rentre dans le Code du travail. On continue notre exploration des changements et on va aborder la situation des employeurs qui occupent moins de 11 salariés. Alors, les employeurs de moins de 11 salariés, on sait qu'il existait 2 distinctions. Il y avait le financement direct par l'employeur d'actions de formation pour ses salariés, et puis on avait ces fameuses contributions prévues par la loi, plan de formation, professionnalisation. Dans le projet de loi du 19 juin 2018, l'employeur n'a plus la possibilité de financer directement des actions de formation. Alors, ça a été peu signalé, mais la rédaction est faite de telle façon que désormais il est tenu que de verser des contributions, les 2 nouvelles contributions. Quelle est cette nouvelle contribution qu'il va devoir payer? C'est la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Alors, cette contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, auquel l'employeur de moins de 11 est tenu de payer, qu'il est tenu de payer, son taux c'est de 0,55%. On ne parle plus de la masse salariale, on ne parle plus comme ça, on va parler du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Et il y a 2 exonérations à signaler. Les rémunérations versées aux apprentis viendront en déduction de cette cotisation, de cette contribution, et les rémunérations qui donnent lieu à exonération de la taxe sur les salaires seront exemptées aussi du paiement de cette contribution. À quoi va servir cette contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance due par ces employeurs? Ça va servir d'abord à l'alternance. Alors c'est un mot générique. Alternance, ça recouvre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Dans le projet de loi du 19 juin, on va voir si ça évolue. Ça va, deuxième affectation, le conseil en évolution professionnelle pour les salariés occupés du secteur privé. Ça va servir, cette contribution, au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50. Donc ça veut donc dire que les 11 et plus vont devoir la payer, puisqu'on parle de moins de 50, donc on va la retrouver tout à l'heure. Et puis ça va servir à la formation des demandeurs d'emploi. Donc 4 affectations pour cette contribution qui va être extrêmement modique, puisqu'on parle que des entreprises de moins de 11. Il faut garder ça présent à l'esprit. Donc on va maintenant aborder la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance des employeurs qui occupent 11 salariés et plus. Donc on va retrouver la même distinction, un taux de 1% pour cette contribution, une assiette qui est le revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et une exonération qui se portera simplement sur les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires. Si on va un petit peu plus loin, à quoi va servir cette contribution unique à la formation professionnelle alternance? Du moins, quelles seront les affectations qui vont lui être données? Cette contribution va servir à financer l'alternance. Comme tout à l'heure, ça veut dire l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. On retrouve le conseil en évolution professionnelle, CEP, pour les salariés occupés du secteur privé, comme pour les moins de 11. On retrouve le développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. On retrouve la 4e affectation, comme les moins de 11, la formation des demandeurs d'emploi. Et la nouveauté, il n'y aura que les employeurs de 11 salariés et plus qui vont financer le compte personnel de formation. Si on va encore un petit peu plus loin, on approfondit l'analyse. Donc, contribution unique à la formation professionnelle, il y a la contribution à la formation professionnelle, et puis on a cette taxe d'apprentissage qui existait déjà et qui est désormais versée donc dans cette grande contribution unique.
La taxe d'apprentissage, son taux est inchangé dans le projet de loi du 19 juin 2018. Mais en revanche, son régime, son affectation est complètement modifié. 87% de cette taxe d'apprentissage va aller au financement de l'apprentissage. Et 13% va être destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. À noter qu'en 2019, dans le projet de loi, il est prévu que les employeurs ne paieront pas la taxe d'apprentissage. Donc, ça sera ce qu'on appelle très simplement une année blanche. On regarde les 13%. C'est 13% de la taxe d'apprentissage destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. En fait, ça veut dire que ça va servir à financer tout ce qui concerne l'enseignement technologique hors l'apprentissage. Ça va donc aller à d'autres gens. Dans le projet de loi du 19 juin 2018, il était prévu, mais on sait désormais qu'il y a une petite évolution, il était prévu que les centres de formation d'apprentis pouvaient avoir des subventions, au titre de ce 13%, pour financer des subventions, ce qu'on appelle en nature, pour la forme de matériel à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation. Mais on sait d'ores et déjà que ce point-là a déjà disparu. Je fais un petit peu d'avance, ça permet de mettre un petit peu d'haleine dans l'affaire. Contribution dédiée au financement du CPF des CDD. Cette contribution, c'est 1%. C'est l'ancienne en fait contribution du CIF-CDD. Donc c'est toujours le même taux, c'est 1%. L'assiette change. On ne parle plus de masse salariale. On parle désormais de revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations sociales des titulaires de CDD. À quoi va servir cette contribution? Pour le CPF des CDD. Qui sera exempté de cette contribution? C'est comme dans le régime des CIF-CDD. Ce seront les contrats qui seront déterminés par un décret. Alors, à l'heure actuelle, qui étaient exemptés de cette contribution, c'est des employeurs qui prenaient des stagiaires l'été, c'était dans certaines conditions. Et puis, on avait les salariés occupant un emploi saisonnier. Dans le projet de loi, on maintient le régime ancien, sauf qu'on passe du CIF-CDD au CPF des CDD. Petite synthèse pour voir si on ne s'est pas tous perdus, parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, à ce jour, on a une participation annuelle qui ne vise que la formation professionnelle continue. Dans le projet de loi, on a une participation annuelle qui vise la formation professionnelle continue et l'apprentissage. Ce qui ne change pas par rapport à aujourd'hui, on garde toujours des taux distincts selon la taille de l'entreprise et selon son secteur d'activité. On reste dans ce schéma aussi complexe qu'on a aujourd'hui. Ce qui change dans le projet de loi par rapport à aujourd'hui, dans la participation annuelle, on avait deux plots. Le financement direct d'actions de formation par l'employeur et on avait donc des contributions prévues par la loi. Désormais, dans le projet de loi, on a toujours ce financement direct par l'employeur avec des abondements qui peuvent se faire, mais on a surtout 3 nouvelles contributions qui s'appellent en tant que telle contribution, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, la contribution supplémentaire à l'apprentissage et la contribution pour le CPF des CDD. Autre point qu'on peut regarder dans la comparaison, dans la synthèse qu'on peut faire, la taxe d'apprentissage, aujourd'hui, c'était une contribution en soi, elle était autonome de la participation à la formation professionnelle continue. La taxe d'apprentissage, désormais, perd son autonomie. C'est un élément de la contribution unique à la formation professionnelle à l'alternance. Donc, elle va subir un régime différent de ce qu'elle vit aujourd'hui. Et surtout, le point le plus important qui va devoir nous être imposé d'expliquer aux employeurs dès la rentrée, c'est qu'aujourd'hui, la taxe d'apprentissage, l'employeur avait sa liberté d'affectation. Il pouvait décider d'embaucher des apprentis et de verser un concours financier à un centre de formation d'apprentis, comme il pouvait décider de ne pas prendre d'apprentis et de verser son quota d'apprentissage à n'importe quel CFA. Cette liberté est complètement perdue, puisque désormais, l'employeur devra verser la contribution unique à la formation et à l'apprentissage, donc la taxe d'apprentissage, à France Compétences. C'est ce que nous allons étudier dans le volet 6, ce qui change en matière de circuit financier. Donc à bientôt.